Bonsoir à tous, nous continuons notre mission de vous faire découvrir les enjeux des prochaines élections communales et provinciales. Ce soir, on vous propose surtout de découvrir le bilan, mais aussi les programmes de la commune de Grédoisseau. Alors c'est toujours une habitude, rappel donc avant d'entamer ce débat, nous invitons les listes complètes avec des conseillers communaux sortants à Grédoisseau. Eh bien ce sont pas moins de 6 listes qui s'affronteront le 14 octobre prochain. Et ce soir nous avons invité 4 têtes de liste qui sont à nos côtés donc pour ce débat. Si vous le voulez bien, on va commencer la présentation avec M. Alain Clabotz, bourgmestre sortant et qui sera tête de liste pour la liste du bourgmestre. Justement, nous avons à ses côtés M. Victor Pirot, tête de liste pour la liste de l'équipe, la formation donc de l'équipe. Enfin, Madame Audrey Martin qui sera tête de liste pour Écolo. Et enfin, 4e invitée sur ce plateau, Madame Sybille de Coster-Beauchot pour la liste de l'Alliance communale. On peut à présent parler d'une habitude, vous le savez, avant d'entamer le débat. Eh bien, place à la petite carte postale. Il s'agit bien entendu de la commune de Grédoisseau. Grédoisseau est une commune de l'Est du Brabant wallon. Au 1er janvier, elle comptait un peu moins de 13 000 habitants. 23 conseillers sont à élire comme en 2006. Il y a 6 ans, la liste du bourgmestre avait obtenu plus de 34% des voix et 9 sièges. L'équipe avait récolté 8 sièges, ICOM 3, Écolo 2 et l'Union rurale 1 siège. La coalition entre l'équipe, ICOM et Écolo avait permis à Alain Clabotz de devenir bourgmestre, renvoyant Sybille de Coster-Beauchot dans l'opposition. Le 14 octobre, les cartes sont redistribuées, conséquence notamment des dissensions au sein du collège. L'équipe sera menée par Victor Pirot. Alain Clabotz a dû créer sa liste avec vous, la liste du bourgmestre. Sybille de Coster-Beauchot conduira l'Alliance communale. Audrey Martin sera tête de liste Écolo. Paul Roberti de Vigne repart en combat avec l'Union rurale. Enfin, le FDF sera tiré par Adrien Felot. Voilà, bonsoir à tous les 4. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je vais commencer avec M. Clabotz, vous êtes le bourgmestre sortant. Alors dites-nous un petit peu, comment s'est passée cette première législature, sans entrer dans le détail bien évidemment du bilan, comment s'est passée pour vous cette première expérience en tant que mailleur? Pour moi, ça s'est très bien passé, parce que j'en tire en tout cas une expérience extraordinaire. Parce qu'on a pu être au service des gens et ça m'a permis personnellement de rencontrer énormément de monde et de développer énormément de projets. Donc ce fut très très intéressant. On va en parler au cours bien évidemment de ce débat et de cette première partie avec le bilan. Monsieur Pirot, je me retourne à présent vers vous. Vous représentez la liste de l'équipe, on l'a dit en introduction. L'ambiance au sein de la majorité, on dit qu'elle n'a pas toujours été simple. C'est vrai ça? Elle a bien commencé, elle a bien débuté, puis un petit peu au fil du temps, on a compris que M. Clabotz avait plus d'affinité avec d'autres membres du collège, c'est tout à fait son droit, mais là, nous l'avons, certains membres du collège l'ont très mal ressenti, et c'est un petit peu pour ça qu'on n'a pas on ne l'a pas suivi dans ce groupe qu'il voulait mener. Au niveau d'une nouvelle liste qui, je le rappelle, était donc la liste de l'équipe la dernière fois. Alors, Madame Martin, bonsoir. Écolo a l'impression et surtout le sentiment d'avoir apporté sa petite pierre à l'édifice en faisant de la politique autrement à Grédoisseau lors de cette dernière législature? Oui, bien sûr, bonsoir. Pour nous, évidemment, un bilan assez positif. C'était notre première participation en majorité, après une bonne vingtaine d'années dans l'opposition. Donc la politique grésienne, nous la connaissions en profondeur. Et nous sommes vraiment ravis d'avoir pu influencer pendant 6 ans pour une première participation la politique à Grédoisseau et y insuffler une nouvelle dynamique. Évidemment, je ne vais pas vous brosser un tableau idyllique. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin dans pas mal de matières, mais dans nombre de domaines, nous sommes satisfaits. Madame de Coster-Beauchot, bonsoir. Merci également de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous représentez la minorité. Alors votre regard par rapport à la majorité actuelle, il est plus critique. On ne va pas rentrer dans les détails. Comment est-ce que vous avez vécu comme ça cette dernière législature en rappelant que vous étiez la mailleure sortante? Nous l'avons vécu comme toute liste qui se retrouve dans l'opposition, alors que nous avions été plébiscités par les citoyens, puisque je rappelle quand même que 35% nous avaient fait confiance. Mais néanmoins, nous avons voulu être une force d'opposition, je dirais, constructive. Et donc nous avons fait des tas de propositions lors de cette législature qui, au fil du temps, ont fini par aboutir pour certains. Il a fallu
plusieurs fois revenir, mais néanmoins, plusieurs points ont été retenus par la majorité. Si vous le voulez bien, on va commencer donc avec le bilan. C'est une habitude. Je vais aller chez M. Clabots directement. Votre principale satisfaction, est-ce qu'on peut dire que ce sont les finances? Vous avez le sentiment que vous rentrez un bilan positif au moment de terminer ces 6 années? Oui, certainement, parce qu'en fait, je pense qu'on a pu garder et même améliorer l'état des finances de Grédoisseau, qui étaient déjà très bonnes, mais qui sont encore meilleures aujourd'hui. Et tout ça en réalisant énormément de projets, en ayant explosé, je vais dire, les investissements par rapport aux législatures précédentes. Je crois qu'aucune commune en Brabant-Wallon, je n'ai pas fait l'exercice de vérifier, mais aucune commune ne peut prétendre avoir fait une nouvelle maison communale, des crèches, des infrastructures sportives, omnisport, une série des égoutages, enfin une série de dossiers différents, tout en ayant gardé des finances très saines, en n'ayant pas fait d'emprunt. Ou en tout cas en ayant réduit la dette et en ayant maintenu notre taux d'imposition par rapport à ce qu'il était auparavant. Il était déjà bas et il l'est resté. Autre regard de la majorité, Audrey Martin, quel est votre point de vue sur les finances à Grédoisseau? Et je viendrai chez M. Pirot, bien entendu. Oui, les finances sont incontestablement saines, on ne va pas s'en plaindre, je pense. Il ne faut pas aller loin pour trouver des communes qui ne sont pas aussi à l'aise. Je pense que, du coup, il me semble que Grédoisseau pourrait, vu ses finances très bonnes, être plus avant-gardiste dans certains domaines. C'est un peu ce que j'ai envie de proposer pour les années à venir, avec des finances aussi confortables. Je pense que par exemple en matière énergétique pour les bâtiments publics, on pourrait faire un petit peu plus d'efforts. Plus d'efforts. Et vous êtes déjà dans le programme. Je vais rester malgré tout encore sur le bilan. Alors M. Pirot, un regard également sur les finances de la commune grésienne. Les finances, bon, ben, là, je rejoins M. le bourgmestre, mais effectivement, depuis, je suis à Grédoisseau en politique dans l'ombre de l'ancien bourgmestre depuis 1976, les finances ont toujours été excellentes. Je crois qu'il a bien formé tout le monde pour qu'il y ait de belles finances. Mais s'il y a de bonnes finances, c'est surtout grâce à nos concitoyens. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nous apportent de l'argent. Donc on n'a vraiment pas besoin d'augmenter les additionnels, etc. Donc c'est le Grésien qui finance la commune. Donc on peut leur rendre de beaux projets. Madame Vauchot, regard également sur les finances, un regard plus mitigé sans doute des bancs de la minorité. J'ai évidemment un regard nettement plus mitigé. Je reconnais évidemment comme M. Pirot que les finances sont excellentes, mais il faut être de bon compte. À l'époque, j'en avais hérité d'excellentes aussi. M. Clabots a hérité d'une législature précédente avec de bonnes finances. Donc, personne ne peut aujourd'hui dire que c'est grâce à lui seul que les finances à Grédoisseau sont aussi bonnes. Néanmoins, le bémol que je mettrais, c'est par rapport aux investissements. Tout est toujours en fonction de l'angle sous lequel on se positionne. Et moi, quand j'analyse les budgets et les comptes et que je vérifie quel est le pourcentage d'investissement, évidemment, entre un budget et puis un compte, on voit qu'il y a évidemment une différence, et il y a une différence entre les engagements et les imputations. Et alors, donc nous disons le pourcentage d'investissement n'est pas aussi important que celui que M. Clabots met en lumière, puisque si je considère le compte 2012, on se trouve avec un boni 3,5 millions à l'ordinaire, plus de 3 millions à l'extraordinaire. Donc ça veut dire qu'on a thésaurisé. Deuxième élément dont je voudrais parler, rapidement, hein. Très rapidement, c'est que les investissements comme le hall omnisport, ils datent de l'ancienne législature, si pas avant. Le commissariat, c'est au niveau de la zone de police. Et donc les investissements typiquement liés à la gestion de cette majorité-ci sont moins importants que ce qui vient d'être dit. Moins conséquent. Réponse de M. bien évidemment Clabots. N'empêche que je confirme que à chaque législature, c'est pareil. Il y a un transfert de dossiers qui sont préparés dans la législature, ils sont réalisés dans la suivante. Nous transférons une multitude de dossiers qui seront réalisés dans la législature suivante. Et le commissariat, nous l'avons porté certainement. Le hall omnisport, nous l'avons construit. Et dire que les finances étaient bonnes, certainement. N'empêche que, si je parle de l'encaisse communale, elle a augmenté. Le niveau d'emprunt qui était autour de 7 millions d'euros en 2006, il est tombé à 4,8 millions aujourd'hui. Et je rappelle quand même que les investissements
qu'ils portent, que ce soit des reports de l'année à la fois précédente ou comme ceux-ci vont être reportés sur la législature suivante, on est quand même passé de 9,6 millions à 22,5 millions. Je crois quand même que c'est significatif. On peut se permettre même d'encore enlever l'un ou l'autre. La différence, elle est quand même radicalement différente. Elle est incontestablement différente. Voilà, si vous le voulez bien, on va parler peut-être... Vous voulez réagir, Madame Beauchot, par rapport à ça? Je pense que ce n'est pas intéressant de prendre les points les uns derrière les autres par rapport aux finances. Mais néanmoins, je ne partage pas cette analyse. Quand M. le bourgmestre dit qu'il y a beaucoup de projets dans le pipeline, rien que les projets sur le logement, mais nous en parlerons, ne verront et n'aboutiront sans doute pas. Donc, je mets en balance ce qui vient d'être dit. Voilà, alors si vous le voulez bien, on va parler d'une autre satisfaction. Je me tourne vers vous, Monsieur Pirot. C'est notamment le Stampia, avec ces installations pour les jeunes. Ça doit vous faire plaisir, notamment, d'avoir rassemblé tous ces jeunes pour qu'ils pratiquent le football, plus particulièrement dans de bonnes conditions à Grédoisseau. Absolument. Disons que ça, c'est un vrai projet qui a été réalisé pendant cette mandature. Et ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce, il faut reconnaître, c'est les chefs des sports qui s'en est surtout occupé. Mais c'est très bien. Moi, je suis un petit peu malheureux parce que je voulais une fusion totale des clubs de football. Je l'ai déjà dit et redit. Et j'espère qu'on y arrivera et que ce club, le matricule 171, un des plus vieux de Grédoisseau, pourra jouer quand il veut et comme il veut sur les 3 terrains du Stampia. Alors Madame Martin, là également vous êtes intervenu quelque part en défendant un site plutôt qu'un autre et vous êtes satisfait d'avoir apporté cette petite touche écolo dans ce projet du Stampia? Oui, je pense qu'il a le mérite d'exister et que les infrastructures vont être très confortables pour les joueurs. Cela dit, ce projet a pris une envergure que nous n'avions pas escomptée chez Ecolo, donc je pense qu'il faut quand même le noter. Le site sera très intéressant. Maintenant, je pense qu'il sera temps de remettre l'accent sur probablement d'autres sports ou une autre politique sportive pour la suite. Mais je suis toujours dans le programme. Dans le programme. Alors, également une réaction par rapport à ce projet, très rapidement, Monsieur Clabot, pour dire que vous êtes satisfait très certainement. Oui, absolument. On ne peut que l'être, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de tentatives précédentes. Et le fait d'avoir pu fédérer, au moins au niveau des jeunes, et il est certain qu'à terme, tout le monde espère que ça fonctionne à tous les niveaux, mais en tout cas, au moins au niveau des jeunes, maintenant on a un outil qui est performant et qui a vraiment été étudié par rapport à ce qui était auparavant. C'est aussi incomparable. On était dans ce qu'on peut appeler des baraquements. Aujourd'hui, on a vraiment des terrains et une infrastructure exceptionnelle. Est-ce que pour l'Alliance communale, là également, il y a un regard positif par rapport à ce qui a été fait en matière sportive? Oui, ça, indiscutablement, on ne peut pas dire que ce n'est pas une réussite. Vous nous aviez invités précédemment pour en parler. À l'époque, nous regrettions l'investissement aussi conséquent. Là, nous rejoignons la liste écolo par rapport à l'ampleur que ça a pris. Néanmoins, aujourd'hui, ce sont des belles infrastructures qui serviront pour le plus grand nombre de jeunes. Je pense que ça, c'est un aspect très positif. Il faudra voir si on ne pourra pas utiliser les infrastructures pour plus que le football, parce que ce sont des infrastructures qui sont vraiment d'un niveau peut-être un peu grand pour simplement une école de jeunes. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir, mais Monsieur Clabot, une autre fierté peut-être qui fait partie de votre bilan, c'est d'avoir gardé le caractère rural, vous estimez, dans votre commune. Je crois que si je ne m'abuse, vous n'avez octroyé que 7 permis de lotir dans la commune, c'est le chiffre que vous avancez. Oui. Peut-être simplement une petite réponse par rapport aux infrastructures sportives du Stampia. C'est que c'est vrai que ça a coûté assez cher, mais c'était quand même largement subsidié. Je pense qu'on s'est arrangé pour décrocher un maximum de subsides à tous les niveaux. Maintenant, oui, et je le revendique de la part de tout le collège, je pense, c'est qu'on a eu une attitude vraiment très attentive par rapport à la ruralité, par rapport à l'organisation. On essaye dans la commune de faire croire que nous avons bâti, construit partout, à tour de bras et des permis de lotir. Ça. Vous devez savoir qu'en tout et pour tout, pendant la législature, il y a 7 permis de lotir plus un permis groupé qu'on peut assimiler à tout ça pour un ensemble de 26 lots nouveaux, c'est-à-dire pratiquement rien. À cela, vous ajoutez un permis groupé qui sont les 25 logements à loyer modéré et moyen,
qui sont en suspens puisqu'il y a un recours au Conseil d'État aujourd'hui. Donc le bilan de 6 années, c'est 26 certains, 25 en suspens. Si vous faites le parallèle par rapport à ceux qui disent qu'on a construit partout, dans la législature précédente, il y a eu 8 lotissements avec la création de nouveaux lots, et tout ça pour 135 lots nouveaux créés. Donc faites la part, 135, 26 certains et 25 en suspens. Voilà en tout cas un contre-exemple certain. Et aussi sur le plan du nombre de permis d'urbanisme, quand on nous dit vous construisez partout, eh bien j'ai fait le compte et la moyenne des 6 années de la législature précédente, c'était 151 permis par an. Aujourd'hui, nous sommes à 150 permis par an. Donc tout à fait le même niveau. Je vais donner la parole à Mme Beauchot, mais si vous le voulez bien, parce que c'est vrai que ça ne va pas se limiter à un débat entre vous deux, je voudrais que les autres puissent réagir également rapidement sur ce point-là. Je crois que vous vouliez peut-être revenir également sur le Stampia ou pas du tout? Oui, c'était sur le Stampia d'abord que je voulais revenir en disant qu'il y avait eu des subsides. Oui, il y a eu des subsides, mais si on prend l'enveloppe globale, je voudrais quand même dire qu'on aura dépensé plus de 3 millions d'euros et que les subsides, c'est 1,4 million. Hein? Donc la part communale est importante et aujourd'hui, il y a encore des travaux à faire puisque tout l'aménagement doit être pris en charge par la commune. Alors, si vous me demandez maintenant de réagir par rapport à la ruralité. Voilà, oui. Alors là, j'entends que le bourgmestre est dans une affaire de chiffres. Ce n'est pas à ça que ça se résume. C'est plutôt par rapport à une impression. Hein, je pense que quand vous dites on nous reproche, c'est la perception de ce que Grédoisseau est en train de devenir. Oui, qui en est responsable? Et la perception, elle est importante, ne fût-ce que par ce qui se construit aujourd'hui dans l'entrée de Gré. Oui. Alors j'entends évidemment que vous allez dire oui, mais c'est vous qui avez fait le PCA. Bien Alors sûr. Là, aujourd'hui, la vérité a ses droits. J'en profite d'être ici pour pouvoir y revenir. Effectivement, c'est un PCA qui a été mis en œuvre, et je le rappelle, en 2002. Je n'étais pas bourgmestre. Sous M. Van Bever, parce que c'était justement une réflexion par rapport à cette entrée de Gré et un grand terrain qui, quand même, tout compris, est de 11 hectares, et il restait 6 hectares je dirais, urbaniser, oui. Puisque tout est en zone à bâtir. L'approbation du gouvernement date de 2007, arrêté ministériel, et les premiers lotissements, permis d'urbanisme, délivrés au mois de mars 2011, modifiés en 2012. Voilà, la réaction de monsieur Clabots. Mais je voudrais absolument donner la parole également sur notamment la ruralité à monsieur Pirot et surtout à Mme Martin pour Écolo. Je vous cède la parole d'emblée. D'accord. Mais d'abord, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle de ruralité. Et dans la phrase suivante, on parle d'urbanisme. Moi, je voudrais d'abord considérer la ruralité sous tous ses aspects. Donc la ruralité, c'est d'abord effectivement un endroit où les gens viennent vivre, donc l'aspect résidentiel. Il y a aussi tout l'aspect de la ruralité en tant que ressource, l'aspect agriculture et l'aspect naturel de protection de la biodiversité. Si on veut commencer par l'aspect d'urbanisme, moi non plus, je n'ai pas envie de faire des statistiques sur les constructions à Grédoisseau. C'est vrai que ce qui sort de terre est évidemment très visible. Je vais réagir sur le PCA du Centry. Je pense qu'il faut aussi qu'on se rende compte que sur les 6 dernières années, nous avons mis en œuvre le schéma de structure communale qui nous permet de cadrer vraiment l'urbanisation, si j'ose dire, à Grédoisseau. Il y a des zones qui sont tout à fait protégées et des zones que nous avons fait le choix de densifier. Et je pense que le choix était déjà fait dans la législature précédente. Il a été continué dans cette législature. Donc pour revenir sur le PCA du Centry, moi, je n'ai pas envie de jouer au jeu du coupable. Je pense que les options du PCA étaient prises avant 2006. Les dossiers sont rentrés après 2006. Moi, en tant qu'écologiste, j'ai tout de suite tiré la sonnette d'alarme et je pense qu'au collège, personne ne me contredira sur la hauteur de ces bâtiments. Voilà, le résultat est là. Je n'ai pas été suivie ni au collège, ni parmi les fonctionnaires de la région wallonne. Et je pense qu'il va falloir tirer la leçon et se rendre compte. J'étais ravie de voir au programme de chacun des PCA de protection, des aménagements de protection pour l'avenir à Grédoisseau. Alors, avant de céder la parole à M. Clabots qui a son petit papier, bien évidemment, je me retourne vers M. Pirot par rapport à ça. Je voulais simplement dire que c'est vrai que quand on rentre dans Grédoisseau, maintenant, on a ce bloc qui est quand même pas des plus heureux. Espérons qu'après la finition, ce sera plus acceptable. Mais j'étais là déjà au moment, en 2002, etc. Donc, mais ce que je voulais savoir, quand on dit 151 permis,
c'est des permis de bâtir, mais pas de logement. Non, non. Donc, ce qui veut dire que 151 permis ne veut pas dire... Il faut multiplier par X pour arriver au logement. Hein. Donc, pour le moment, on a des logements... là, il y en a je ne sais pas combien dans ces blocs. Hein. Il faut quand même être très prudent dans le... C'est-à-dire que oui, pour la précision, 151 permis, ça veut dire du plus petit permis, changer un châssis ou une véranda, jusqu'à la grosse villa 4 façades, certainement. Mais même par rapport à cela, quand on veut gratter un petit peu plus loin, eh bien, on se rend compte que à l'époque, je vais dire, la législature précédente, on délivrait davantage de permis pour des nouvelles constructions. Aujourd'hui, et ça, Audrey va certainement le confirmer, on délivre davantage de permis pour des transformations, des améliorations de l'habitat et moins de construction. Par contre, je veux revenir absolument, et bien entendu, la ruralité ne s'arrête pas au PCA, mais à force d'entendre systématiquement que Madame Bauchot dit non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Moi, je veux bien, et c'est M. Van Bever qui a dit en 2002, il est temps qu'on trouve une solution par rapport à ça. C'est vrai. Mais j'ai ici, hein, si la caméra veut zoomer, elle ne saura pas voir. Elle ne saura pas, mais enfin, j'ai ici compilé une série de dates et de décisions. Je rappelle quand même que Madame Bauchot était bourgmestre. Elle était échevine de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Elle était présidente de la CCATM. Et à tous les niveaux, donc aux 3 niveaux qui la concernent directement, elle a poussé ou approuvé ce développement du PCA. Et après cela, oui, le collège, oui, c'est le gouvernement wallon, l'a délivré en février 2007. Mais tout ce dossier a été adopté définitivement, j'ai ici souligné définitivement, le 7 novembre 2006. Donc tout ça a été approuvé, décidé, porté pour Madame Bauchot dans les moindres détails. Ça, je crois que c'est quand même fondamental. Et oui, par après, le collège intervient pour délivrer des permis. Et le collège, qu'est-ce qu'il a tenté de faire? Il a tenté de corriger une série d'erreurs qui étaient commises, non seulement sur le nombre et l'ensemble du PCA, mais, et je rebondis sur le problème de la hauteur des bâtiments, parce que c'est ce qui choque le plus quand on rentre, la plus grossière erreur qui est commise, c'est que les hauteurs de 5 à 6 mètres sous corniche sont calculées par rapport à la voirie du haut, par rapport à la nouvelle voirie. Et sachant qu'il y a, je vais dire, 5, 6, 7 mètres entre les deux voiries, eh bien ça explique tout le problème de la hauteur. Madame Bauchot, rapidement la réponse. Mais alors on va pas rester uniquement là-dessus, il y a d'autres choses à mettre en valeur sur le bilan qui valent la peine qu'on y revienne. Je pense qu'ici, ça vaut vraiment la peine. Première chose, dans la vie, on assume ses responsabilités. Moi, j'assume les miennes. Voilà, mais M. Clabots n'assume pas les siennes. Ah, si, vous l'entendez? Non, pas du tout. Donc, c'est très facile de dire ce qu'il vient de dire. C'est de la faute de Mme Bauchot. C'est ce qu'il dit partout. Il le dit dans les interviews, etc. Monsieur Clabots, si vous voulez bien, c'est vous qui les avez signés partout, à tous les niveaux. L'approbation définitive est effectivement signée par moi, puisque je suis encore bourgmestre. Oui, mais qu'est-ce que c'est un PCA? C'est dans le fond planifier et organiser la planification d'une zone, ce qui a été fait. Il y a des options générales, il y a des options urbanistiques. Les options générales du PCA spécifiaient bien qu'effectivement, il fallait un ré plus 1 sous gouttière. Une hauteur sous gouttière comprise entre 5 et 6 mètres. Et pour ce qui touche ces 2 buildings dont on vient de parler et qui sont évidemment ceux qu'on voit de façon très importante en rentrant dans le village de Grédoisseau, on dit référence à partir de la nouvelle voirie. Mais tout architecte sait, et tout architecte sait que quand on est dans une rue en pente, on peut très bien faire un building qui part de la voirie du milieu, Monsieur Clabots, et faire un décrochage pour le 2e bâtiment qui doit se retrouver au niveau de la 2e chaussée. Et je dirais, monsieur, pour terminer, parce que ça c'est très important, que si j'avais été responsable de délivrer ou d'accepter ce type de projet, il aurait été refusé. Et la CCATM ne se serait pas été dans ce même sens, puisque par 2 fois, parce que ce dossier est allé à l'enquête 2 fois, tellement il y avait de dérogations,
elle a toujours donné un avis défavorable. Alors, Monsieur Pirot, rapidement. Voilà. Et Madame l'a dit, le collège n'a pas entendu les remarques de Madame. Alors, on va pas rester uniquement sur. C'est vrai que c'est important pour ceux qui arrivent dans la commune de Grédoisseau, on le rappelle, c'est ces grands bâtiments. On ne va pas rester uniquement là-dessus parce qu'il y a d'autres choses à mettre en avant, notamment chez Écolo et au sein de l'équipe. Mais réponse rapide, alors Monsieur Clabot, rapide, s'il vous plaît. Que Madame Beauchot assume ses responsabilités. J'ai bien dit, elle avait la responsabilité à ce moment-là. Le PCA du Centry a la particularité d'être aussi un permis de lotir. Oui. Et donc, tout était défini. Et y compris, et surtout les hauteurs, et surtout aussi le nombre de logements et d'appartements. Alors que Mme Beauchot nous explique comment le promoteur, l'architecte, aurait pu caser les 70 appartements qu'elle avait prévu d'y mettre là-bas. Il pouvait les caser, monsieur, parce qu'il y avait 4 buildings. Voilà, réponse rapide alors. Il y a encore 2 buildings qui posent le même problème d'intégration par rapport à la hauteur. Exactement le même problème. Voilà, on ne vous mettra pas d'accord. On ne vous mettra pas d'accord par rapport à ce problème-là et ce dossier. Là. Mais il faut qu'il assume ses responsabilités. Voilà, les responsabilités, on ne les assumera pas ici, d'après ce qu'on entend. Madame Martin, je viens chez vous. Non, s'il vous plaît. Madame Martin, pour Écolo, il y a également des choses positives à mettre en avant et on va aller directement, c'est les avancées en matière énergétique, mais aussi et surtout le plan communal de développement rural. Ça, vous en avez déjà touché un mot. C'est important qu'on le mette véritablement en œuvre. Effectivement, et pour nous, ce programme communal de développement rural sera l'épine dorsale de la prochaine législature. Il a été développé pendant les années qui viennent de s'écouler, avec, je pense, l'exemple marquant de participation citoyenne de la législature qui se termine. Pour nous, pour Écolo, c'est vraiment, comme je disais, le fil rouge ou le fil vert, si j'ose dire, de ce qui va se passer dans les années à venir, puisqu'il s'agit d'une quarantaine de projets où là, je pense qu'on va vraiment préserver et développer la ruralité dans tout ce qu'elle a de positif. Et voilà, je pense que c'est assez symptomatique ce qui se passe ici vis-à-vis du PCA du Centry, que des dossiers qui deviennent presque symboliques des pressions immobilières que nous subissons sur Grédoisseau. On en arrive vraiment comme ça à des petites batailles. Je pense qu'il est très important que pour les années à venir, Grédoisseau se donne les moyens de cadrer cette pression immobilière. Et ça sera via le schéma de structure communale et via effectivement le PCDR. Alors Monsieur Pirot, je viens également chez vous. Vous êtes fier de la gestion du CPS. C'est normal, vous en étiez président, notamment en disant que on a fait du bien au niveau des finances également, ce qui permettra notamment de favoriser un gros dossier du côté de Grédoisseau, c'est le Home Renard, si je ne m'abuse. Absolument. Donc effectivement, je crois que le plus gros dossier des 6 ans à venir, ce sera la construction d'un nouveau home pour remplacer le Home Renard qui est en fin de vie. Alors effectivement, je sais qu'il y a eu 2-3 soucis au sein du conseil communal et même au sein du collège. Tout le monde n'est pas de mon avis. J'ai fait bloquer le boni sur des comptes en prévision d'une nouvelle construction et nous disposons pour le moment d'une enveloppe de plus ou moins 1 650 000 € de placer pour préparer, dès qu'il y aura une nouvelle majorité, on se mettra d'accord pour une nouvelle construction. Et ça peut aller très vite puisqu'on a encore 2 ans pour le construire. Monsieur Clabot, je reviens chez vous encore une fois. On raisonne les choses positives à mettre à votre actif, c'est notamment les pistes cyclables. Vous êtes passé, si je ne m'abuse, de 2 à 12 km de pistes cyclables, c'est ça? Oui, ce qui doit ravir Mme Martin. Tout à fait. Mais vous savez, il y a eu, je crois, beaucoup de choses qui... elle vient de relever le PCDR. Je crois que ça, c'est vraiment... moi, j'appelle presque ça le fleuron de notre législature, parce que là, c'est un projet qui a été tout à fait transversal, où on retrouve de la communication, de la participation citoyenne. Quand on ne compte pas le nombre de réunions qui ont eu lieu dans les groupes de travail, dans les commissions, et puis pour la finalisation de tout cela, c'est vraiment un projet phare qu'on espère, et on en parlera sans doute en parlant du programme. Mais au niveau de la mobilité douce, puisque même la mobilité douce, ce n'est qu'un versant de tout l'aspect sécurité routière, mobilité douce, en mettant tous les petits bouts ensemble, il y en avait à peu près 2 km avant, et aujourd'hui nous sommes à 12 km. Si, en tout cas, ils ne sont pas tout à fait terminés, il y en a 2 km 200 qui sont en travaux pour le moment. Les travaux sont terminés, c'est une question de, normalement, vers la mi-octobre, fin octobre, en fonction des conditions météo, le chantier sera terminé. Je voudrais bien donner une nouvelle fois la parole à Mme Beauchot. Au niveau des critiques, vous estimez notamment qu'en matière de voirie, on en a fait beaucoup pour le centre et pas assez pour les villages environnants? Mais disons que nous avons eu l'occasion, nous, de voir à travers l'enquête que nous avons faite auprès des citoyens, ce qu'ils pensaient par rapport aux voiries et à leur entretien. Et
les villages environnants se trouvent vraiment les parents pauvres. Hein. Effectivement, à Gré-Centre, on a refait les voiries, on a réasphalté après les dégâts d'hiver, mais les travaux à Archen, rue des Moulins, rue de Florival, à Netten, la rue Van der Velde, le Tienne-Binard, vraiment les gens se sentent délaissés dans les villages. Alors ça, c'est la réfection des voiries, hein, dossiers, on le sait, qui prennent toujours un peu de temps, mais l'entretien des voiries quotidiennes et régulières n'est en tout cas pas fait et pose un sérieux problème à pas mal de citoyens. Monsieur Clabot, c'est Madame Martin là-dessus. Monsieur Clabot. Allez, Madame Martin, vous pouvez y aller si vous voulez. Allez-y. Je voulais surtout réagir sur l'entretien des voiries, en fait, et sur l'entretien des bords de route. Je pense que des avancées ont quand même été réalisées pendant la législature, puisque nous avons décidé de mettre en œuvre le désherbage thermique, dont on parle souvent en souriant au collège. Je pense que ce désherbage thermique, il pourra apporter une solution partielle à certains problèmes s'il est mis en œuvre correctement. Parce que pour l'instant, nous avons les machines, mais pas toujours les priorités au service travaux pour le réaliser. Et concernant la mise en priorité des rénovations de voiries, c'est vrai qu'en voyant de l'intérieur comment ça fonctionne, cela prend un temps absolument astronomique de mettre sur la table et de faire réaliser ces rénovations de voiries. Et c'est vrai que je pense que Gré-Centre a bien évolué et que vous savez que Archen, la rue des Moulins, ça arrive et chaque chose en son temps. Voilà, réaction rapide, Madame Bouchot. La réaction, c'est de nouveau une vision beaucoup plus générale. Hein, et je ne souris pas quand Madame Martin parle du désherbage thermique. Je pense qu'effectivement, il faut avancer avec de nouvelles méthodes. Mais par contre, la mise en œuvre, nous n'avons jamais eu une commune aussi sale que pour l'instant. Et donc, les bords de route, les trottoirs, on est arrivé à des stades où des travaux qui avaient été faits avec justement une réflexion par rapport aux inondations et à ne pas asphalter les trottoirs, faute d'avoir été entretenus, eh bien les gens sont obligés de marcher sur la rue parce qu'on ne sait plus utiliser le trottoir qui est envahi par les mauvaises herbes. Et donc ça pose question. Monsieur Clabot, une réponse par rapport à ça pour terminer cette première partie. Par rapport à l'entretien des abords, je ne peux que être d'accord sur le problème de l'interdiction des pesticides et des herbicides. Ça pose réellement problème. Bon, on ne sait pas comment on va solutionner le problème malgré tout. Il y a des solutions quand même. L'utilisation de brûlures thermiques, c'est peut-être une solution, mais qui, bon, on l'imagine bien sur le terrain, pose beaucoup de difficultés. Par contre, je veux quand même revenir aussi sur les dossiers des voiries. Il y a eu une série de voiries qui ont été réasphaltées, pas uniquement dans le centre de Gré, mais par contre, Madame Bouchot nous cite la rue des Moulins et Florival. Eh bien, aujourd'hui, le dossier, il est terminé administrativement, l'entrepreneur est désigné. C'est tout simplement pour une question de budget qui est de 1 million d'euros. Nous devons repasser au conseil communal parce qu'à l'ouverture des offres, c'est 1,7 million. Même réflexion, Madame Bouchot relève la rue Van der Velde. Je ne sais pas s'il était au conseil communal quand on l'a passé, mais en tout cas, la rue Van der Velde est passée au conseil communal. Le dossier est terminé administrativement. Donc il est ficelé. La rue d'un mille, pareil. Donc il y a une série de dossiers qui administrativement sont terminés aujourd'hui, ne demandent plus qu'à être réalisés, sans doute après l'hiver, on ne va pas les entamer maintenant. La rue d'Allogette, la rue du Beausite, et je peux en citer une série d'autres qui ne sont pas dans le centre de Gré. C'est curieux que ce soit juste pas le centre de Gré qui soit touché. Donc, voilà, réaction rapide de M. Pirot. Monsieur Pirot. Un petit mot certainement. L'entretien des trottoirs, des routes, etc., il y a à faire, et là je crois qu'on doit renforcer les équipes, il faut le faire. Alors maintenant pour la rue des Moulins, effectivement, là il y a eu un problème financier, on a retiré, etc. On a retiré le budget aussi. C'était prêt et puis on l'a modifié dans le budget. Non, là c'est pas du tout une question de l'avoir retiré. C'est simplement dans une... Non, il a été retiré le temps. Enfin, voilà. On va pas parler, si vous le voulez bien, spécialement par rapport à cette rue-là. Vous savez quoi, on a déjà dépassé... C'est une longue rue. Hein. Voilà, c'est une longue rue. Alors on a dépassé depuis un moment déjà le temps imparti au bilan. Un petit jingle et on passe déjà au programme, figurez-vous. On y va.
Alors, justement, pour les programmes, je vais commencer très rapidement, et parce que c'est un sujet qui va tous vous intéresser, c'est le plan inondation notamment qui va venir sur la table. Alors, soyons clairs, Monsieur Clabot, vous êtes particulièrement déçu, notamment parce qu'on sait que ça a été des remous au sein du collège et surtout du conseil, bien évidemment. Le plan inondation et l'attitude de la province vous a un peu énervé, on peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait, et elle m'énerve encore aujourd'hui, tous les jours, parce que on a cette attitude double face, hein, et on en parlera sans doute tantôt dans le programme. On s'arrange pour avoir une face noire d'un côté et blanche de l'autre, ou en fonction de l'interlocuteur. Moi, je regrette au niveau de la province n'a pas assumé du tout son rôle. Elle se réfugie derrière une législation qui a changé tout ça. En 2006, et en 2006, M. Jean-Marie Flao avait un dossier qui était ficelé. En fin d'année, juste après les élections, le dossier avait été mis à l'adjudication, l'entrepreneur a été désigné et même redésigné une deuxième fois, il y avait un permis de bâtir, et pour des raisons d'expropriation, il n'a pas pu aboutir. Le permis a été cassé au Conseil d'État, l'entrepreneur évidemment n'a pas pu. Et depuis lors, j'en ai eu la confirmation la semaine dernière avec un fonctionnaire de la province qui était dans une réunion pour parler d'un autre problème d'inondation d'engrais. La semaine dernière, il nous a confirmé que le dossier était toujours au même point, c'est-à-dire qu'on va mettre en route les procédures d'expropriation. C'est inadmissible. Par contre, en parallèle, nous avons quand même lancé, je rappelle que nous avons fait un bassin d'orage complémentaire à la rue de Pécrot à Néten. Nous avons un projet maintenant qui est ficelé pour l'élargissement. Non, madame, il n'était pas fait, il a été réalisé début 2007. Le projet d'élargissement du goulot à la rue de la Mille qui est ficelé, il y a déjà eu une réunion plénière. Il y a eu l'élargissement du pont à la rue de la Mille, toujours pour les mêmes problèmes là-bas, et nous ne sommes pas dans le gré-centre là. Voilà, alors Madame Martin là-dessus également, peut-être sur le plan inondation qui sera une des tâches importantes de la prochaine législature. Oui. On a beaucoup parlé du bassin de retenue ou du bassin d'orage de Cocroux, et je pense que c'est effectivement déplorable que le dossier n'ait pas avancé davantage à la province. Maintenant, le problème des inondations, je pense, ne se résume pas à la réalisation ou non d'un bassin d'orage à Cocroux. Je pense que c'est un peu un pansement ou l'autruche de faire l'autruche que de se dire on va résoudre le problème des inondations par un bassin d'orage. Il faut voir, je pense, le domaine dans toute sa transversalité, dans tous les domaines dans lesquels on peut agir. Et je pense qu'en matière de lutte contre les inondations, on le voit avec tous les plans qui émergent au niveau de la région wallonne, on peut faire beaucoup de choses. Et quand on voit qu'un bassin d'orage n'avance pas, je pense qu'on peut aussi se dire, mais qu'est-ce que la commune a en main pour faire avancer je termine et puis je vous laisse parler, Madame Beauchot, que ce soit en matière de lutte contre l'érosion sur les zones agricoles, en matière, et ça on le fait déjà, de lutte contre l'imperméabilisation des abords, des nouvelles constructions. Donc il y a toute une série de petites choses qui font que pour finir, les ruissellements d'eau lors des gros orages sont moins importants. Et évidemment l'entretien des avaloirs. Madame Beauchot, par rapport justement au plan inondation qui va devoir être mis en place. Alors pour nous, c'est évidemment le dossier de la prochaine législature. Je pense que depuis longtemps, nous avons posé les questions au Conseil communal et nous avons déposé d'ailleurs par 2 fois un point à ce sujet-là, ce qui a fait d'ailleurs qu'il est passé parce que nous avons été suivis par une partie de la majorité qui effectivement a dit il est temps maintenant que la commune prenne elle-même les mesures à ce niveau-là. Et nous avions proposé des mesures concrètes, à savoir d'abord de réaliser, puisqu'une étude avait été faite par la province, une nouvelle étude en complément hydrologique, sachant qu'on pouvait obtenir à ce moment-là déjà des subsides auprès de la région wallonne. Il y a des bonnes pratiques parfois qu'il faut aller voir dans d'autres communes. J'avais été voir la commune de Silly, où eux-mêmes ont pris toute une série de mesures pour pallier aux inondations et à ses conséquences. Parce que ce que je voudrais rappeler, c'est que les conséquences, elles sont dévastatrices. Elles sont dévastatrices tant sur le plan économique que sur le plan humain pour les gens qui le subissent. Et donc nous voulons que dans 6 ans, outre des zones d'immersion s'il le faut, on ait un plan d'entretien, un plan de curage des rivières et des ruisseaux, un plan d'entretien des berges, des avaloirs qui ne sont jamais faits. Bref, je pense que c'est un plan d'ensemble et de façon transversale. Je vais venir chez vous, M. Clabot, mais vraiment la parole à M. Pirot, qu'il puisse également un petit mot, on puisse rééquilibrer un peu le message. Je regardais les photos il y a 2-3 jours des inondations d'il y a une dizaine d'années. Moi, je ne dis plus jamais ça.
Et c'est pour ça qu'un peu on a rejoint la minorité. La minorité, parce qu'on doit consacrer, si on sait consacrer pour tant de choses de l'argent, mais qu'on protège nos citoyens, d'autant pis si on n'a pas le subside de la province, finançons-les, on a les moyens. Hein. Oui, Monsieur Clabot. Il faut les permis, évidemment. Monsieur Clabot. Mais ça, justement, nous avons voulu faire la preuve, nous avons voulu nous occuper du problème des nations. La province n'ayant pas bougé, et je suis tout à fait d'accord avec Audrey pour dire que le bassin d'orage, c'est pas suffisant du tout. Mais je peux y revenir après. Mais n'empêche que ce problème de bassin d'orage n'ayant pas avancé, nous avons été jusqu'à l'an dernier à demander à la province de se dessaisir et de nous renvoyer le dossier pour que nous prenions nos responsabilités, comme Victor vient de le dire, pour qu'on prenne nos responsabilités. Ne dites pas que c'est vous, c'est moi qui vous l'ai suggéré. Madame Beauchot, bien sûr. Madame Beauchot, tout ça, les courriers étaient à la région quand vous êtes venue avec ce truc-là. Donc nous l'avons demandé, et la province n'a pas voulu s'en dessaisir. Et par rapport à toutes les mesures complémentaires, bien entendu qu'il faut des mesures complémentaires. C'est l'évidence même. C'est même plus qu'une évidence, c'est une obligation. Je suis encore un peu fermier sur les bords, et donc c'est une obligation dans le cadre des politiques agricoles communes d'avoir toutes sortes de mesures de retenue d'eau par des bancs enherbés, des plantes qui captent l'eau et qui évitent l'érosion. Donc une série de moyens qui ne sont même pas des moyens, qui sont des obligations pour les agriculteurs. Donc je pense que ce ne sont que des évidences. Voilà, très vite Madame Beauchot, s'il vous plaît. Très vite. Je pense que ça montre qu'il faut absolument garder le contrôle au niveau de la commune. Et nous proposons une cellule de coordination. Il y a des tas de plans qui existent, plan pluie, ruissol, cellule sigère, etc., que nous n'utilisons pas au niveau de la commune. La première chose, c'est par ça qu'on commence, c'est coordonner l'ensemble des actions sur notre territoire. Alors, je voudrais donner également la parole parce qu'on va parler d'autre chose. On ne parle que d'un point pour l'instant au niveau du programme. Madame Martin, une chose importante pour vous, c'est la mobilité. On le sait chez Écolo, il y a le plan communal de mobilité, intercommunal de mobilité. Et là, il faut mettre des mises au point également, peut-être le revoir sur certains points, non? Oui, je pense que ce plan intercommunal, je ne me souviens pas de la date, mais il a déjà quelques années. Donc, et entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts, si j'ose dire. Donc, pour Écolo, je pense qu'il est vraiment nécessaire de refaire le point, non seulement dans Grès-Centre, mais aussi à Gastuche, vu les développements qui vont s'y produire, et même dans nos villages. Évidemment, on en parlait tout à l'heure, les pistes cyclables, pour nous, c'est vraiment une belle avancée. Il faut continuer dans cette voie, ne pas oublier la mobilité douce. Probablement faire pression pour que la piste cyclable sur la chaussée de Wavre soit mieux entretenue et mieux respectée par les automobilistes. Donc il y a toute une série de volets de la mobilité qui vont devoir être pris en compte pour envisager tout ce qui... L'avenir justement chez vous au niveau de la commune de Grédoisseau. Alors réaction également de M. Pirot, parce que je voudrais qu'on parle également de vos programmes. Autre thème qui va vous rassembler, même avec peut-être des modalités un peu différentes, c'est la politique des aînés. On le sait, vous en avez touché un mot tout à l'heure, c'est le Home Renard. Oui, les aînés, bon, là je crois que c'est le tout gros dossier, hein. Il faut passer une centaine de lits, vous imaginez le coût, plus ou moins 12-13 millions minimum d'euros, même si on a mis un peu d'argent de côté, il faudra quand même les... Et recevoir, je crois que pour le 1er octobre, nous aurons pour toute la Wallonie 317 lits attribués pour toute la Wallonie en plus. Donc il nous en faut au moins 31. Donc je dois demander à la ministre 10% des lits pour toute la Wallonie. Mais on se battra pour les avoir. Et alors parlant de politique des aînés, il faut un petit peu élargir ce qu'on leur propose. On a parlé de bricot-dépannage, mais j'ai lu que tout le monde en parlait, donc je ne suis pas le seul à en parler. Et le Home Renard, l'ancien, vraiment l'activer pour faire un centre de jour pour tous nos aînés, qui puissent venir prendre un petit café et s'amuser un peu. Voilà. Alors, Madame Beauchot, je reviens également sur une proposition que vous avez faite, c'est le logement pour tous. Alors là, c'est vraiment un peu de l'intergénérationnel. Vous faites en sorte que tout le monde s'y retrouve à Grédoisseau. Il y a les jeunes aussi. Nous trouvons le projet d'un nouveau home est indispensable, mais nous voudrions qu'il soit intégré dans un projet, je dirais, de soutien de vie, hein, et aussi bien à domicile qu'en résidence. Et donc ce projet, pour nous, doit intégrer plus de choses. Peut-être, j'ai été voir en mission au Québec différents exemples existants, ils ont 15 ans d'avance par rapport à nous, où on intègre une maison de repos, un centre de vie de jour, du logement intergénérationnel, et tout ça
donne un lieu de vie convivial, adapté, proche des gens. Et je pense que pour nous, en plus, on souhaiterait au centre de Gré, et plutôt que d'aller vers un intercommunal, d'aller dans un projet qui soit plus communal. Je pense que d'aller faire des homes de 200 lits ou de 150 lits, ça tue cette convivialité, ça tue cette façon de vie, cet esprit village que nous voudrions beaucoup garder ici à Gré-d'Oisseau. Réaction également de Mme Martin par rapport à ça, parce que je sais que par rapport à Écolo, justement, il y a des discussions entre plusieurs représentants des différentes communes par rapport aux notamment. Oui, effectivement, et d'ailleurs entre les différentes communes elles-mêmes. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut renouveler le home public à Gré-d'Oisseau et qu'on doit le faire très vite. Je pense que c'est la palme de l'urgence. Chez Écolo, évidemment, nous voulons aussi conserver la convivialité du home renard actuel. Nous sommes effectivement assez favorables à l'option d'une intercommunale si elle pouvait se faire, évidemment, en fonction de l'évolution du dossier, du nombre de lits que nous pourrons obtenir et aussi des volontés politiques qui seront autour de la table après les élections. Maintenant, nous voyons évidemment des économies d'échelle dans un projet d'intercommunal, mais en tout cas, communal ou intercommunal, un home public qui respecte la convivialité et le feeling actuel du home existant. Pardon. Monsieur Clabotte, réaction également une nouvelle fois par rapport à la politique des aînés? Je pense que finalement, on a un programme qui est tout à fait semblable à ce niveau-là. Je crois que tout le monde a décidé, et ça a même été décidé, je crois ouvertement en public, qu'on avait besoin de conserver ce home public. Maintenant, faut-il le porter à 100 ou à plus? Moi, je crois que ça dépend d'une série de questions qu'on ne maîtrise pas. C'est d'abord l'obtention de lits complémentaires, l'obtention de subsides. Il est certain que le home idéal, c'est celui qui permettrait d'avoir du court séjour, de l'accueil de jour, de la résidence-service avec une série d'intergénérationnels autour. Et pourquoi pas de l'intercommunal? Ça réduirait encore les coûts de fonctionnement et les coûts de construction. Ça, c'est le montage idéal. Mais je crois que bon, il faudra en revenir à la réalité des choses sans doute, et en fonction tout d'abord du nombre de lits et ainsi de suite, de pouvoir établir le meilleur projet au meilleur endroit. Je reste chez vous. Monsieur Biron, rapidement, oui. Pour dire aussi que le problème, j'aime bien Sybille qui dit l'intergénérationnel, mais il faut des terrains en conséquence. Au Canada, évidemment, il y a beaucoup de terrains à Gré-d'Oisseau, la superficie est plus réduite, donc on a du terrain, mais on n'a pas des terrains extensibles. Il faut voir en fonction de la localisation. C'est pour ça que l'intercommunal me semble démesuré par rapport à nos possibilités. Peut-être pas toi, Audrey, mais moi, je crois que je tourne la page de l'intercommunal. Enfin, voilà, voilà une information. Alors, Monsieur Clabotte, je reste chez vous rapidement, parce que c'est vrai que pour les programmes, on arrive tout doucement au bout, figurez-vous. Vous estimez qu'il faut continuer ce qui a été entrepris en matière de voirie, d'égouttage. Il faudra investir également dans la sécurité. Sécurité, certainement. Maintenant, quand on parle de sécurité, on parle de sécurité des personnes, des biens, mais aussi routières. Et on l'a abordé très à peine tantôt, mais je n'y reviendrai même pas. Il y a toute une série d'aménagements routiers qui doivent se faire en concertation et tout ça. Ça a été largement entamé. On doit continuer. La sécurité des biens, et là, c'est aussi une grande satisfaction que la construction de cet hôtel de police qu'on a pu quand même mener à bien. On est démarré à zéro en 2007 et il est construit, il est inauguré aujourd'hui. Donc je crois que c'est une belle réalisation. Mais il faudra maintenant lui donner les moyens de fonctionner. Les moyens de fonctionner, c'est bien entendu des hommes, et je crois que la commune devra faire l'effort nécessaire pour compléter les effectifs qui, malheureusement, nous sommes toujours victimes de cette fameuse norme qui a été établie en 2001 et qui nous a pénalisés quelque part en termes d'encadrement policier. Et qui dit encadrement insuffisant, dit proximité et tout ce qui s'ensuit par après. Quoi. Voilà, pour équilibrer le débat, Madame Audrey d'abord, s'il vous plaît. Madame Martin, pardon, excusez-moi. Oui, en matière de sécurité, effectivement, je pense que renforcer l'encadrement policier peut effectivement être utile. Chez Écolo, nous le voyons aussi en termes de convivialité dans les villages. Et je pense que quand on parle d'encadrement policier, moi je préfère parler d'une présence plus forte des agents de quartier. Et nous voudrions préconiser chez Écolo la tenue d'une réunion annuelle entre l'agent de quartier et les personnes du village pour qu'au moins ils puissent se connaître et avoir une personne de référence dès qu'il y a un problème. Madame Beauchot, sur la sécurité, un mot à rajouter? Mais la sécurité, j'entends ce que le bourgmestre vient de dire. Je m'étonne alors que pendant ces 6 ans, on n'ait pas augmenté le nombre de policiers, parce que c'est certainement une remarque qui a été faite par les citoyens. C'est cette absence
de connaissance de leur agent dit de quartier, qui aujourd'hui s'appelle un agent de proximité. Donc je pense qu'il faut aller plus loin là-dedans. C'est sûr que nous aurons un bel outil. On l'a inauguré, mais permettez-moi de dire qu'il n'est toujours pas en fonction parce que les policiers ne sont pas installés. Donc on peut se poser la question du pourquoi de cette inauguration. La sécurité routière maintenant, si vous voulez bien. Voilà, mais si vous le voulez bien, pour rééquilibrer, je voudrais tout de même donner la parole à M. Pirot parce qu'on arrive tout doucement au terme de l'émission. Simplement, oui. En matière de police, la difficulté, une zone de police, c'est 4 communes, on parlait d'intercommunal. Je suis d'accord qu'on engage des policiers sur fonds communaux, mais est-ce que les autres communes vont être partenaires? Des gardiens de la paix, on pourrait. Voilà, alors M. Pirot, je reste chez vous. Il y a dans votre programme 2 choses. Le service aux citoyens qui doit être redynamisé à Grédoisseau, mais également l'office du tourisme. Vous avez une pensée pour cet office du tourisme? C'est 2 choses importantes. Créé en son temps, je voudrais bien le professionnaliser pour le pérenniser dans l'avenir, parce que pour le moment, nos bénévoles vieillissent et... malheureusement, l'ancien président est décédé dernièrement et on a un trou dans les permanences. Et les bénévoles justement qui viennent y travailler. Alors Madame Martin, au-delà de Grédoisseau, il y a un regard à porter sur la solidarité. C'est aussi un des points de vue d'écolo chez vous dans le programme. Effectivement, c'est un point de vue à mettre en avant. Nous désirons la création d'une commission pour les relations Nord-Sud. Nous le demandons depuis longtemps. Je pense que nous avons intérêt en tant que commune à montrer que nous nous soucions de ce qui se passe à l'extérieur. Donc nous voulons un budget et un échevinat de la solidarité Nord-Sud pour la prochaine année. À Grédoisseau. Très rapidement, Madame Beauchot, également l'immersion, c'est une chose que vous avez tenté de faire avaliser par le collège, ça n'a pas été facile. Non, ça a été encommissionné, mis dans un groupe de travail qui n'a pas évidemment été mis sur pied. Alors pourquoi? Eh bien je pense que ce n'est pas pour faire joli ou quoi. Je pense que les défis économiques de demain sont importants, que d'autre part les jeunes vont de plus en plus à l'étranger, ne fût-ce que pour faire des études et pour découvrir le monde. Alors pourquoi ne pas leur donner le plus rapidement possible la possibilité d'écrire, de compter, de parler dans une autre langue, que ce soit en néerlandais, que ce soit en anglais. Je pense que pour que ce soit un projet qui soit valable et qui fonctionne bien, ça doit évidemment se faire avec le corps enseignant et pour le bienfait de tous les enfants de notre commune. Sur l'enseignement rapidement, simplement, oui, vraiment. Le problème de l'immersion, très difficile de trouver des enseignants. L'école communale en tout cas n'était pas vraiment emballée par le projet. Et la commune doit faire l'effort de prendre en charge des professeurs de néerlandais pour vraiment aider Monsieur Clabot, pour la fin, sur l'enseignement. Très rapidement, très rapidement. Très rapidement. Ça me fait sourire la proposition de Mme Beauchot parce que j'avais vraiment l'impression, vous savez, c'est collant en double face. Là, hein. On colle d'un côté, on colle de l'autre. C'est vraiment ça. Pourquoi n'avons-nous pas d'immersion aujourd'hui à Grédoisseau? Parce que la directrice était farouchement opposée à l'immersion, mais farouchement. La directrice est candidate avec madame aujourd'hui. Donc je ne sais pas comment elle va faire le ménage chez elle pour faire admettre une immersion par ses candidats elle-même. Mais ça, voilà, monsieur Clabot, vous ne devez pas vous tracasser, vous savez. C'était une opposition farouche. Il suffit de convaincre parce qu'il y a des bons arguments. Voilà, eh bien ce sera, eh bien voilà, permettez-moi de vous dire que malheureusement nous sommes arrivés aux 52 minutes. J'aurais dû vous poser malgré tout encore des questions sur différentes choses au niveau des objectifs. Ben oui, il y a encore beaucoup de choses à dire. J'en suis désolé. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. En tout cas, merci d'en avoir été les acteurs principaux. Merci à vous. Merci à vous d'en avoir été les témoins. Je le rappelle, un site internet. Vous n'oubliez pas la page Facebook du Journal Le Soir. Merci également à d'autres collègues qui ont annoncé tous ces débats. Demain, on se retrouve pour un débat sur la commune de Jodogne. Excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.